Bonjour Salima Sarr. Bonjour Salia Brakeya. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce week-end, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France pour réclamer un sursaut contre ces violences. Des choses ont été faites aujourd'hui, mais ça reste insuffisant. C'est ce que disaient les manifestants dans la rue. Vous l'avez entendu ce message ? Aujourd'hui, c'est la journée, le 25 novembre, c'est une journée cruciale. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc oui, c'est un message où on entend les associations, puisque d'abord, je tiens à saluer le travail qui est fait au quotidien par les élus, par les associations, par toute la société, et notamment les associations comme Solidarité Femmes, comme France Victimes, comme le Planning Familial, le CIDFF. Enfin, sans eux, en fait, rien ne pourrait se faire. Donc oui, j'entends ce sursaut, j'entends leur message, et je suis là pour les accompagner et pour mettre en place ces choses avec elles et continuer à travailler. Elles ont deux revendications, ces associations. Elles l'ont répété encore samedi. Elles réclament un budget total de 2,6 milliards d'euros par an et une loi cadre intégrale pour remplacer une législation qu'elle considère aujourd'hui actuelle, qu'elle juge morcelée et incomplète. Là-dessus, qu'est-ce que vous leur répondez ? Je dis que tout le gouvernement est mobilisé sur l'action et sur pour l'accompagnement des femmes et pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et notamment, le Premier ministre, c'est le premier et le chef du gouvernement est plus que mobilisé. Je rappelle juste que lors de sa déclaration de politique générale, il l'a bien dit, aucune tolérance à l'égard des violences faites aux femmes. Et la preuve en est, aujourd'hui, il fait un déplacement cet après-midi. Il sera à la Maison des Femmes de l'Hôtel-Dieu. Je serai à ses côtés avec le ministre Paul Christophe, avec la ministre Geneviève Darrieussecq. Et il annoncera des nouvelles mesures. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un enjeu crucial pour le gouvernement. C'est une priorité. Donc oui, on les écoute, oui, on travaille sur le sujet, et oui, on va continuer. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, comme vous l'avez dit. Je tiens à le rappeler. Il y a eu un avant-Grenelle et un après-Grenelle. Aujourd'hui, il y a les bracelets anti-rapprochement, il y a le 3919. Le 3919... numéro d'urgence. Exactement, je rappelle à tous les auditeurs et les auditrices, c'est un numéro d'urgence, mais c'est aussi un numéro de conseil, c'est un numéro qui répond à l'ensemble de la problématique. Il y a eu les pôles, ce qu'on appelle les pôles vifs dans les tribunaux, c'est-à-dire le pôle violence intrafamiliale. Je suis allée à Pontoise visiter un pôle vif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes victime de violence, vous arrivez dans ce tribunal, il y a des guichets spécifiques pour vous accueillir. Vous êtes accompagné ensuite par les acteurs sociaux, par des psychologues, et il y a des magistrats qui sont formés spécialement sur ce sujet. Donc ça, c'est une grande avancée sur un certain nombre de tribunaux en France. Donc l'accompagnement est fait, mais il faut faire plus. Vous avez raison. Les chiffres sont têtus. Et justement, on les a, les chiffres, et ils sont impressionnants. 217 000 femmes victimes de viol, tentatives de viol, chiffre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes. On est à 122 féminicides depuis le début de l'année, selon le collectif Nous Toutes. Et écoutez, la mère d'Alexia Daval, assassinée par son mari il y a 7 ans, c'était hier soir sur France 2. Alexia, je sais qu'elle a été reconnue, elle est connue, mais on ne sait pas qui était la 146e, on ne sait pas qui était la 148e après Alexia. Derrière ce numéro, elles ont un visage, elles ont un âge, elles ont un nom. Et je voudrais qu'il en sorte quelque chose de bon de ce drame pour rendre service aux autres jeunes filles. Qu'à la moindre alerte, qu'à la moindre petite suspicion, qu'elles ne disent pas c'est qu'une dispute, ça va passer, ou non, si elles doutent de quelque chose, il faut qu'elles agissent. Voilà, derrière chaque chiffre, une histoire. Votre réaction, Salima Sarr? Déjà, c'est poignant d'entendre une mère. Vous savez, quand on perd un enfant, on s'en remet jamais. Donc, j'ai beaucoup de compassion et j'ai beaucoup de soutien pour cette mère. Mais elle a raison. En effet, quand on parle de ça, on parle de personnes, on parle de femmes, on parle de vies qui sont prises, on parle de violence. Donc oui, c'est quelque chose, on est dans l'humain. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai organisé dès le lundi 21 octobre une cellule que j'ai appelée cellule d'urgence, mais c'est plus une cellule pluridisciplinaire où j'ai réuni à la fois des associations, des forces de l'ordre, des personnels de la justice, des magistrats, des médecins, enfin tous les experts, mais je n'ai pas fait un grand conciliabule. J'ai pris 50 personnes. Et je leur ai demandé de travailler et de réfléchir, enfin ce sont des experts, quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour améliorer la situation, puisque oui, on constate, des choses ont été faites, les chiffres sont encore effrayants, le témoignage qu'on vient d'écouter est vraiment poignant, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a travaillé sur trois thématiques, comment protéger, comment éduquer et comment agir. On a réuni ces groupes, et il en est sorti des mesures, puisque les mesures qu'on annonce, ce ne sont pas des mesures qui sortent de notre tête, c'est vraiment des mesures de terrain. On va pour moi, c'est important de le faire avec. Un par un, Salima Sarr. Oui, avant de justement de
parvenir à ces drames, comment les éviter. Et donc ça commence par les signaux d'alerte, et parmi les urgences, il y a déjà l'accueil de ces femmes victimes de violences quand elles doivent fuir leur foyer déjà dès le départ pour échapper à leurs compagnons. À ce sujet, des efforts vont être faits. Ça fait partie des mesures. Oui, ça fait partie des mesures, puisqu'en effet, pour une victime, il y a toujours 3 temps. Et le premier temps, c'est le temps d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence quand on veut partir, on est sous les coups, on veut... Eh bien, avec Paul Christophe, nous avons réussi à obtenir une augmentation de 10% du budget qui est consacré au secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui est spécifiquement une augmentation de l'aide universelle d'urgence. On passe de 13 millions d'euros à 20 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette mesure existait déjà. L'année dernière, 33 000 femmes... Elle a été créée l'année dernière, effectivement, Exactement. Et c'est une aide d'urgence pour les femmes qui quittent leur foyer. Les femmes qui quittent leur foyer, qui doivent faire face aux frais immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous voulez partir, vous hésitez, il faut y aller, il faut aller porter plainte. Une fois que vous avez déposé plainte, vous êtes mis en relation avec la CAF qui vous verse de l'argent, concrètement, qui vous verse de l'argent entre 3 et 5 jours pour faire face aux premiers frais. Nourrir vos enfants, prendre une chambre, enfin faire face. Et donc la moyenne du montant qui a été attribué aux femmes l'année dernière, aux 33 000 femmes qui ont bénéficié de cette aide universelle d'urgence, est un montant de 800 euros. Mais c'est une moyenne, puisque ça peut aller de 300 euros jusqu'à 1 400 euros. En fonction de quoi ? Du nombre d'enfants à charge ? En fonction du nombre d'enfants. Enfin, on étudie la situation. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, parce qu'en effet, c'est ce que vient de dire exactement cette mère, c'est que quand vous êtes dans une situation compliquée, on sait bien que ces femmes, elles sont dans une situation où elles hésitent, elles ne savent pas, elles ont peur, elles ne savent pas comment faire. En tout cas, il ne faut pas rester pour l'argent, parce que vous êtes là pour une aide d'urgence. On est là juste, pour une aide. Et pour un accompagnement. Augmente, c'est le nombre de femmes qui vont pouvoir en bénéficier, ou bien le montant de l'aide ? Alors, on sera à l'écoute et on sera là pour répondre au nombre. Donc, parce que 869 euros, c'est assez peu, et c'est pour faire face. Un peu vertigineux pour une femme de se dire. Non, mais c'est l'urgence, puisque en fait, après, il y a quand même l'accompagnement social. La mise en œuvre, vous déposez plainte. Ensuite, il y a tout un accompagnement avec les associations. C'est juste l'urgence. Comment vous faites tout de suite pour partir sans hésiter ? Et c'est vraiment une mesure efficace. Alors, comme vous le dites, Salia Breklia, peut-être que... Moi, j'espère qu'il y aura de moins en moins de femmes qui vont faire appel. Vous voyez, l'idée, c'est pas qu'il y en ait plus. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on est conscient qu'il fait augmenter ce budget, et c'est un effort important. On est dans une période où, en effet, sur le budget, c'est un petit peu compliqué. Eh bien, le Premier ministre, avec Paul Christophe, ont décidé de l'augmenter, ce budget, et de l'augmenter spécifiquement sur cette aide. Donc, je tiens quand même à signaler cet effort qui est fait et qui est quand même significatif. Sur la question de l'hébergement, parce qu'on parle de ces montants, mais il y a aussi la question de... Où est-ce que je vais habiter ? C'est la question qui se pose la plupart du temps aux femmes qui veulent fuir leur foyer. C'est vrai, cette question est une question importante. Et d'ailleurs, depuis ces dernières années, on a doublé le nombre de places d'hébergement d'urgence, qui est vraiment uniquement pour les femmes victimes de violences. On est aujourd'hui à 11 000 places d'hébergement d'urgence réservées aux femmes victimes de violences. Donc un effort a été fait. Bien sûr qu'on peut toujours faire plus. On y travaille. Mais aujourd'hui, déjà, doubler le nombre de places réservées aux femmes victimes de violences, c'est un effort. C'est sur tout le territoire, hein. Bien sûr que c'est sur tout le territoire. C'est important ce point. En effet, quand on travaille avec les associations, c'est un maillage territorial. On travaille par exemple avec le CIDFF, 98 antennes du CIDFF. C'est pour nous le relais important sur tout le territoire. Quand on travaille avec Solidarité Femmes, quand on travaille avec France Victimes, avec le planning familial, ils sont partout en France. C'est important. Le 3919, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais accessible, pareil, là encore, sur tout le territoire, en métropole, on le sait. C'est valable aussi dans les territoires outre-mer ? Alors, il est accessible sur les territoires d'outre-mer, et nous avons l'intention de le déployer encore plus. Donc, nous, notre rôle, c'est de donner les moyens au 3919 pour le déployer encore plus, parce que oui, nous n'oublions aucune personne, que ce soit sur les zones rurales, sur les zones dites prioritaires politiques de la ville, que ce soit en outre-mer. Ce sont tous les citoyens et citoyennes françaises, et ce sont surtout tous les habitants de notre pays, quel que soit le territoire, qui peuvent appeler le 3919 et avoir une réponse. Et nous sommes là pour les accompagner. Le moment crucial dans les violences conjugales, c'est souvent ce moment où on doit dénoncer ce qui arrive. Le recueil de la parole des femmes, ça a longtemps été très compliqué, parce que beaucoup de femmes racontent qu'elles n'ont pas été prises au sérieux quand elles ont poussé la porte du commissariat. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer pour améliorer les choses sur ce sujet ? Alors, il y a aussi
eu beaucoup d'améliorations. Heureusement, puisqu'il y a des dépôts de plainte, donc ça veut dire que quand même, il y a eu un travail de formation qui a été fait, que ce soit auprès des forces de l'ordre, que ce soit auprès de la justice. Enfin, il y a un gros travail qui a été fait. Aujourd'hui, dans énormément de commissariats, nous avons des intervenants sociaux spécifiques qui sont dédiés à ce sujet. Mais il faut toujours en faire plus. Il y en a 468 sur le territoire français. En fait, la première demande qui est sortie de ces groupes de travail dont je vous ai parlé, vraiment, c'était une demande massive, c'est une demande de formation. Alors, même moi, j'étais surprise quand on demande des policiers, des forces de l'ordre ? Tout le monde, en fait. Il y a déjà des formations, mais l'idée, c'est de faire des formations tout au long de la carrière. Puisque vous avez des formations initiales, mais notamment même les médecins qui m'ont dit, nous, on connaît notre métier, mais on n'est pas forcément formés à l'accueil de la parole d'une victime. Une victime arrive, elle est en détresse, elle est en mode survie, et donc il faut savoir écouter cette parole. C'est pas toujours évident. C'est quoi? C'est l'écoute de la parole, et puis c'est est-ce que je préviens ou non, voilà, quelles sont mes obligations par exemple en tant que médecin, c'est ça? Ce sujet est déjà pris en compte, mais il doit être amélioré. Mais la formation, j'insiste parce que c'est un point qui a été vraiment important. En fait, l'idée, c'est pas uniquement une formation quand vous êtes à l'école, au début, quand vous êtes au métier. C'est tout au long de la carrière, puisqu'on sait bien que... Si je prends l'exemple d'un policier. Exactement, j'allais dire, je prends l'exemple d'un policier. Un policier qui est en école, il a une formation sur l'accueil de la parole et sur les violences... intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles. En revanche, une fois qu'il travaille, qu'il est en poste, qu'il est soit dans un commissariat ou soit qu'il va aider une femme dans un foyer pour l'extraire de son foyer, eh bien quand on revient après quelques années et qu'on refait une formation, on n'a pas la même approche, on n'a pas les mêmes questions. Il y a quand même ce retour de terrain qui est intéressant. Donc des formations obligatoires? Les formations, elles sont déjà obligatoires, mais les formations, elles vont surtout être tout au long de la vie et elles vont être faites régulièrement et surtout elles vont être faites pour tout le monde. Alors nous, ce qu'on fait au secrétariat d'État, c'est aussi fournir les outils de formation. Parce que les outils de formation, il faut les adapter aux nouvelles violences. C'est ça aussi le sujet d'aujourd'hui. Il y a des violences, mais il y a toujours perpétuellement des nouvelles violences. Et là, on fait face aujourd'hui à une nouvelle forme de violence qui est la soumission chimique. Donc nous fournissons aussi des outils. On accompagne tous les ministères, les services qui travaillent sur ces formations et qui mettent en place des plans de formation pour avoir des outils adaptés aux nouvelles formes de violence. Jérôme parlait des commissariats, mais très souvent, les femmes, elles se retrouvent d'abord à l'hôpital avant de pouvoir penser à pousser la porte du commissariat. Comment les choses peuvent se dérouler à l'hôpital pour faciliter la démarche d'aller porter plainte? On le sait, c'est difficile pour nombre de femmes. Comment on les aide, ces femmes qui ont envie de porter plainte, mais voilà, passer la porte du commissariat, c'est difficile. Alors, c'est important ce point, parce que passer la porte du commissariat, c'est pas évident pour une femme. Et puis quand vous êtes dans une zone rurale, passer la porte de la gendarmerie, c'est encore moins évident parfois parce que tout le monde vous connaît, tout le monde se connaît. Donc le dépôt de plainte à l'hôpital, c'est quelque chose qui existe déjà. Il existe 236 conventions qui ont été signées en France. Moi, quand j'étais préfète de la Corrèze, je l'ai fait. J'ai signé cette convention avec le procureur, avec les hôpitaux. Donc en Corrèze, c'est possible aujourd'hui d'aller à l'hôpital et de déposer plainte. Mais ça veut dire qu'il faut des policiers, il faut des magistrats qui se déplacent? Alors ça veut dire, là, ce qu'on propose, et ce qui va être annoncé officiellement par le Premier ministre cet après-midi lors du déplacement, c'est d'étendre ce dispositif et de l'étendre pour faire en sorte que d'ici la fin de l'année, en effet, tous les hôpitaux qui sont dotés d'un service d'urgence et d'un service gynécologique, à l'intérieur de cet hôpital, en effet, une femme qui se déplace là-bas pourra déposer plainte. D'ici la fin de l'année 2024-2025 2025. Oui. Il n'y aura, si vous voulez, pour que la machine judiciaire se mette en place, il faut un dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, c'est nécessaire. Donc, il faut accompagner au mieux ces femmes pour qu'elles... C'est-à-dire, pardon, juste, j'essaie de comprendre, et pour que les auditrices qui nous écoutent et les téléspectatrices sachent comment ça se passe, si malheureusement elles font face à cette situation, elles sont à l'hôpital, il y aura un policier, il y aura une permanence policière à l'hôpital? En fait, l'hôpital et le commissariat ou la gendarmerie sont en contact. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, ils appellent et quelqu'un vient pour prendre le dépôt de plainte. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et après, c'est adapté aux fonctions des hôpitaux. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que... Et c'est ça le message que je veux faire passer aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent. C'est n'hésitez pas à franchir la porte d'un hôpital et n'hésitez pas non plus à franchir la porte de gendarmerie, la porte d'un commissariat. Aujourd'hui, on est là pour vous accueillir, on est là pour vous accompagner. Une précision importante, Madame la Ministre, parce que vous disiez les hôpitaux qui sont dotés d'un service d'urgence ou d'un service gynécologique, c'est tous les hôpitaux de France? 377 hôpitaux en France. Salima, ça vous nous annoncez donc la généralisation, en tout cas l'extension très importante de ce dispositif de recueil des plaintes à l'hôpital. On va continuer sur ce chapitre très important. Ce sera juste après le Fil Info. Il est 8h47. Maureen Sugnard. Un traité international contre la pollution plastique va-t-il voir le jour? Plus de 170 pays se réunissent en Corée du Sud pour cela.
À partir d'aujourd'hui, les ONG veulent que les industriels réduisent la production. Les pays producteurs de pétrole militent pour le recyclage. En l'état, la consommation mondiale de plastique devrait tripler d'ici 2060. Le groupe informatique Atos annonce des négociations exclusives avec l'État pour lui céder des activités stratégiques, notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire. Plusieurs lignes de train à l'arrêt aujourd'hui au départ de Clermont et de Lyon en raison du passage de la tempête Berthe. 9 départements du centre-est sont en vigilance orange. Une surprise à la présidentielle en Roumanie. C'est un candidat d'extrême droite et pro-russe qui arrive en tête du premier tour. Et le Premier ministre pro-européen deuxième risque d'être éliminé de la course selon les résultats quasi finaux. Le pays fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN et se situe aux portes de l'Ukraine. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et toujours avec Salima Saha, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous nous disiez que vous seriez tout à l'heure avec Michel Barnier à la Maison des femmes de l'Hôtel-Dieu à Paris. C'est l'un des lieux où le recueil de la parole des femmes est réalisé très tôt, sitôt l'hospitalisation de ces femmes victimes de violences conjugales. Et c'est très important parce qu'il faut parler du recueil des preuves qui est absolument clé dans la constitution du crime de viol. Comment est-ce que vous comptez améliorer ce recueil des preuves à l'avenir ? Alors, le recueil de preuves, c'est important, puisque pour que la machine judiciaire se mette en place, il faut un dépôt de plainte. Pour que ça continue, il faut qu'il y ait un dossier qui soit bien monté avec les preuves. Donc, le recueil des preuves, ça passe également par la formation. Comment former mieux quand on accueille les victimes et on leur donne les conseils. Et il faut absolument, contacter, quand on va à l'hôpital, il faut pouvoir parler avec le médecin et que le médecin, et c'est ce qui se fait à la maison des femmes, à l'Hôtel-Dieu à Paris. À l'Hôtel-Dieu, ils ont une spécificité en plus qui est vraiment particulière à leur établissement, et je tiens à souligner parce que c'est quelque chose de remarquable ce qu'ils font. On sait bien qu'une femme ne porte pas plainte tout de suite. Mais par contre, quand elle est agressée, si elle vient et qu'elle vient, ils ont la possibilité, c'est une spécificité de cet établissement, de recueillir les preuves et de les conserver pendant 3 ans. Parce que parfois, la victime de violence, cette femme, elle n'est pas prête à porter plainte. En revanche, il faut garder les preuves. Et à l'Hôtel-Dieu, ils ont la possibilité, puisqu'ils ont un médecin légiste, de faire un recueil des preuves, de faire les analyses nécessaires ça, par exemple, et de les conserver. Dans tous les hôpitaux que vous avez signalés, là, les plus de 300 hôpitaux. Aujourd'hui, c'est pas possible dans tous les hôpitaux, c'est possible dans certains. Parce qu'on manque de moyens pour avoir un médecin légiste, comme vous le disiez, dans chaque établissement. Il faut s'organiser. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, parce que à l'Hôtel-Dieu, c'est vraiment remarquable ce qu'ils font. Quand on peut garder les preuves pendant 3 ans, ça permet à une victime de se dire... je peux porter plainte dans 1 an, dans 2 ans. Donc, il faut les sensibiliser, les victimes, parce qu'elles n'ont pas forcément d'ailleurs... Exactement. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Allez porter plainte, allez voir un médecin, vous pouvez avoir des certificats, il faut des analyses, il faut être accompagné. Les associations sont vraiment là sur le terrain pour vous dire exactement ce qu'il faut faire. Le dossier qu'il faut monter, c'est le plus important pour que la plainte puisse aller au bout. D'autant plus qu'il y a de nouvelles agressions, vous l'avez souligné, l'exemple de la soumission chimique, une nouvelle forme d'agression. Alors nouvelle, vous allez nous le dire. L'exemple d'actualité auquel on assiste aujourd'hui, c'est le procès Pellico. Toutes les femmes, les militantes féministes, Salima Saha, ne sont pas d'accord sur la portée du procès Pellico. Vous dites qu'il y aura un avant et un après. Pourquoi ? Alors d'abord, je tiens quand même à souligner le courage de Gisèle Pellico. C'est vraiment une femme courageuse qui nous démontre des choses incroyables. En plus, cette semaine, c'est une semaine particulière pour elle, puisqu'on rentre dans la semaine des réquisitions. C'est quand même un procès et une histoire qui a chamboulé toute la famille. Moi, j'ai eu au téléphone Caroline Darian, donc sa fille, qui est fait de cette blessure, une force également, et ses fils, enfin toute la famille est traumatisée. Le procès, c'est quand même un procès qui pour nous, c'est un procès qui choque toute la France, c'est un procès qui a un retentissement international, c'est un procès qui... Quand on le voit, on se dit, à la fois, on a un sentiment de dégoût, d'incompréhension, de colère. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce procès ? Parce que sur le banc des accusés, on a vu des monsieur tout le monde. On a vu des monsieur tout le monde. Là, une 50aine, et ils sont sûrement plus, d'après ce que dit l'enquête.
Alors, comment on évite que ces monsieur tout le monde se reproduisent les mêmes actes? Alors moi, je reprendrai l'expression de Gisèle Pellicot. Elle a dit c'est le grand procès de la lâcheté. Et moi, je pense que c'est un procès en effet pédagogique et historique. Et je l'ai dit, en effet, il y a eu un avant MeToo, un après MeToo. Il y aura un avant Mazan et un après Mazan. Parce que ce qu'on voit, en effet, sont des hommes ordinaires et on voit une situation incroyable. Donc le sujet, ça met en exergue quand même deux sujets pour moi, et notamment le sujet de la soumission chimique qui a un nouveau fléau. Alors il n'est pas complètement nouveau, seulement là, on le voit encore plus. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a confié à nouveau la mission parlementaire à la députée Sandrine Josso, qui elle-même a été... Exactement, et à la sénatrice Véronique Guillotin. Et on attend les premières conclusions de ce rapport début mai. C'est un sujet important, la soumission chimique, et en effet, il faut y faire face. Et c'est la raison pour laquelle dans les outils de formation, comme je vous l'ai dit, et cette formation sur tous ceux qui accueillent la parole des victimes, qui soient capables de répondre et de savoir ce qu'il faut faire. Parce que quand on est victime de soumission chimique, il faut pareil recueillir les preuves et il faut aller dans des laboratoires spécifiques. C'est pas dans tous les laboratoires. Donc il y a cette histoire de formation, d'accompagnement. Comment on accompagne au mieux les victimes? Du coup, il faut de la communication pour ça. Il faut de la communication et quand j'ai rencontré Caroline Darian avec son association M'endors pas et le CRAFS, qui est une plateforme d'écoute spécifique pour répondre aux besoins et aux conseils concernant la soumission chimique. Il lance cette semaine une grande campagne de communication en partenariat avec l'Ordre des pharmacies sur l'ensemble des pharmacies et nous soutenons cette campagne. Ça veut dire qu'il y aura un QR code sur l'ensemble des pharmacies, n'importe où en France. C'est là, on y revient sur le maillage territorial sur l'ensemble de la France. Et vous pouvez avoir le numéro de téléphone. C'est une plateforme qui peut répondre. Et vous conseillez et vous indiquez dans quel laboratoire ce qu'il faut faire avec vos cheveux, des prises de sang, l'urine, comme me disait le médecin, le docteur Chawashi, qui s'occupe du CRAFS. Franchement, cette plateforme, elle est exceptionnelle. Elle me dit, vous avez toute l'histoire de votre vie sur vos cheveux. Mais il faut le savoir. Il faut savoir où aller les laboratoires spécifiques agréés. Ça coûte cher, vous le savez, ces tests coûtent cher et l'ordre des médecins demande à ce qu'ils soient remboursés. Alors les tests sont déjà remboursés quand vous portez plainte, quand vous avez fait un dépôt de plainte, les tests sont remboursés et la députée Sandrine Josso a déposé un amendement pour faire en sorte que tous ces tests soient remboursés, même sans dépôt de plainte. Et cet amendement a été approuvé par le gouvernement et notamment par la ministre Geneviève Darrieussecq, la ministre de la Santé. Plusieurs questions encore dans l'actualité, notamment une des questions qui est remise sur la table par ce procès, c'est la question du consentement. Faut-il ou non introduire cette notion dans la définition du viol dans le droit français? On ne comprend pas toujours la position du gouvernement sur ce sujet. Le garde des Sceaux, Didier Migaud, se dit ouvert à l'inscription de la notion de consentement. Est-ce que ça va se faire, oui ou non? Alors, en effet, c'est un sujet assez sensible sur lequel il faut quand même être prudent, mais sur lequel nous devons travailler et nous y travaillons avec le garde des Sceaux. D'ailleurs, il y a une mission qui est en cours avec 2 députés. Les rapporteurs se sont prononcés déjà favorablement à cette... Non, mais la mission qui est en cours sur le sujet de l'introduction de la notion de consentement dans le droit pénal, je rappelle quand même la définition du viol, qui est sur 4 critères. Oui. Donc la contrainte, la surprise, la menace ou la violence. Donc aujourd'hui, il y a les députés Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin, puisque c'est ce qu'on appelle... une PPL, alors là, je rentre dans les termes techniques. Une proposition de loi transpartisane. Oui. Elles travaillent aujourd'hui sur un rapport et elles vont déposer leurs conclusions début décembre. Et à partir de là, avec le garde des Sceaux, nous allons travailler sérieusement. C'est un sujet extrêmement sensible et extrêmement sérieux. On ne peut pas le faire dans la précipitation. Par contre, oui, je pense qu'il est nécessaire de modifier le code pénal et d'y introduire cette notion. Maintenant, comment on l'écrit? Puisque notre préoccupation, ce sera toujours de protéger les victimes. Et c'est ça le moteur. Il faut toujours protéger les victimes. Et pour ça, il faut être extrêmement prudent. Et c'est le travail que nous faisons et nous prendrons le temps de le faire à partir du travail qui est fait par les députés. Autre point de droit important, Aurore Berger, qui vous a précédé dans ses fonctions dans le précédent gouvernement, propose ce matin la fin de la prescription pour les victimes mineures de violences sexuelles. Est-ce que vous travaillez en ce sens ? Mais écoutez, je vais rencontrer Aurore Berger et nous allons en discuter. Aujourd'hui, nous n'avons pas pris la décision, mais ça fait partie... Elle vous a pas tenu au courant ? Des sujets... Si, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, on a commencé à en discuter, nous allons continuer, et ça fait partie des sujets. Il y a énormément de sujets, et comme on l'a dit, aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une journée cruciale, c'est une journée de mobilisation, je dirais même de remobilisation de l'ensemble des acteurs, que ce soit les associations, la société, l'État, les services de l'État et les élus locaux. On travaille tous ensemble et il faut se mobiliser. On vient d'en parler pendant 25 minutes, sujet très important et il faut évidemment l'évoquer. Sauf que quand on regarde l'ordre, le protocole dans le gouvernement, vous figurez à l'avant-dernière place.
On l'a dit, les associations elles réclament beaucoup plus d'argent, 2,6 milliards, là où on est à peu près à 150 millions. Votre ministre de tutelle est un homme. Votre prédécesseur, on en a parlé, Aurore Berger, va déposer une proposition sur les violences sexistes et sexuelles et visiblement, elle ne vous a pas prévenu. Comment on gère une telle cause importante ? Est-ce que vous sentez que vous avez les moyens d'agir au niveau où vous êtes ? Alors, j'ai les moyens et le soutien parce que je travaille avec Paul Christophe. En fait, nous sommes deux. Il y a un ministre des Solidarités et de l'égalité entre les femmes et les hommes et une secrétaire d'État. En fait, on est deux. Et on est deux soutenus également par le Premier ministre. Je le rappelle, il en a fait une priorité lors de sa déclaration de politique générale. Ça veut dire que c'est une priorité pour le gouvernement et on est deux. Et les moyens, avec Paul Christophe, on a réussi à les augmenter de 10%. Donc, je pense que c'est la meilleure preuve que c'est une priorité pour le gouvernement et que ça reste une priorité. Et mon rôle au sein du gouvernement, et c'est ça qui est important, c'est que je serai toujours l'avocate des femmes. Et je suis là pour faire en sorte que ce sujet reste une priorité au sein du gouvernement. Je dois travailler, en effet, c'est un secrétariat d'État interministériel. Je travaillais avec l'ensemble des ministères, c'est ce que nous faisons. Le ministre du Transport, par exemple, a fait des annonces hier et travaille sur le sujet des transports avec le ministre des Sports également pour mieux protéger les femmes. Donc avec la ministre de la Santé, avec la ministre de l'Éducation, avec le ministère de l'Intérieur. On travaille tous ensemble. En effet, c'est ça mon rôle. C'est d'animer, on va dire en tout cas de les motiver. Ils sont motivés. Mais de faire en sorte en effet que les services, que l'administration, que tout ça suive derrière. Je n'ai pas besoin de les convaincre. Ils sont déjà très convaincus. Mais c'est sûr que la parole compte dans ce type d'engagement. Merci Salima Saha, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous étiez l'invité du 8h30 France Info. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely pour les informer dans quelques minutes.